Je suis Maurice Guibard, le président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique et nous recevons aujourd'hui, le 17 avril 2018, dans notre bureau à Vancouver, Jean Rioux, longtemps associé à la francophonie de la Colombie-Britannique. Bienvenue. Merci. D'accord, ben écoutez, on va jaser un peu. Pourriez-vous me dire quelles sont vos origines? Vous êtes français, n'est-ce pas? Oui. Donc Oui. racontez-moi un peu vos origines. Je suis d'origine à moitié bretonne et moitié normande. Mon père était breton, ma mère était normande. Et donc je dois avoir un peu des deux. Et d'après ma femme, j'ai la tête dure, donc c'est peut-être breton plus qu'autre chose. Oui, du côté de mon père, tout le monde parlait le breton. J'ai jamais parlé français avec ma grand-mère paternelle, qui lui parlait le breton. Euh, par contre, mon père n'a jamais voulu me poursuivre mon éducation en breton, parce que lui avait subi des sévices quand il était enfant, euh, parce qu'à 9 ans, il ne parlait pas le français, il parlait que le breton. Alors c'est ça, je suis d'origine française. Quand j'ai fini mon service militaire, quand je suis rentré, j'étais pas tellement heureux de la situation et des 2 ans et plus que j'avais passé à faire une guerre tout à fait ridicule. Donc, quand je suis revenu, j'ai dit il faut absolument aller dans un pays un peu plus intelligent, un peu plus ouvert. Et j'ai choisi le Canada et Vancouver. C'est au bord de la mer. Je voulais toujours habiter au bord de la mer, donc c'était un point important. Et il y avait la mer, les montagnes. Et ça me semblait très sympathique, d'après ce que j'avais pu lire, plusieurs textes, plusieurs livres sur Vancouver. Parliez-vous anglais à ce moment-là? J'avais appris l'anglais au collège, donc, mais mon anglais était peut-être pas formidable. Donc j'avais appris l'anglais avec des professeurs britanniques. Donc l'accent était un peu différent. Alors quand je suis arrivé ici, ça m'a pris 2-3 mois pour m'habituer à l'accent canadien, pour faire la différence entre alors je regardais les films en anglais sans problème, mais quand je sortais dans la rue, fallait que je prête l'oreille. Mais comme je suis musicien un peu, ça n'a pas été trop long avant que je m'y mette. Donc, en quelle année êtes-vous arrivé au Canada? Alors, je suis arrivé à la fin du mois de mai 1964. Seul? Tout seul, avec deux amis, un couple d'amis qui avaient de la famille ici. Et quand je leur ai dit que je décidais de venir à Vancouver, ils ont décidé de venir aussi avec moi. Donc j'ai laissé ma femme, qui venait d'accoucher d'une petite fille 2 semaines avant que je parte. Toute la famille nous avait convaincus d'attendre un peu, au lieu de partir avec un bébé comme ça. Donc je suis venu tout seul. Et l'immigration m'avait dit que dès l'instant que j'aurais du travail, je pouvais faire venir ma femme. Donc, votre femme s'appelle Monique. Monique, et son nom de fille? Le nom de fille, Astory. 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 D'accord. Et donc elle était là. Et quand moi je suis arrivé, 2 jours plus tard, le deuxième jour, j'ai été travailler. J'ai trouvé du travail immédiatement.
Quel genre de travail faisiez-vous à ce moment-là? J'ai pris n'importe quoi parce que tout ce que je voulais, c'était faire venir mon épouse. Donc, c'était une fabrique de leurre pour la pêche. Et, et là, je me suis pris, c'était mené par un homme qui était très âgé, je pense qu'il devait être déjà au-dessus des 90, et c'est lui qui dirigeait son entreprise. Et à l'époque, il mettait tout le monde dehors parce qu'il y avait les syndicats qui essayaient de venir. Donc, moi, je suis resté finalement dans cette entreprise un peu plus longtemps que je ne pensais, parce que ma femme est venue 3 mois plus tard, 2 mois et demi plus tard. Avec un enfant? Avec une petite fille. Petite fille qui s'appelle? Corinne. 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 Et donc, je suis venu là. Et un jour, il y avait un employé qui est parti, qui avait fait une demande à un syndicat de venir dans ça, parce que les salaires étaient vraiment bas. Pour le travail que je faisais, à l'époque, c'était... je pense que je touchais à peine $1 de l'heure. Et le salaire, une autre entreprise qui faisait le même genre de travail, quelqu'un pouvait gagner $1,89 à l'époque. Donc c'était presque plus que le double ailleurs. Alors, lui a été mis à la porte, bien sûr, et je suis resté pendant un moment le seul homme. Tous les autres, c'était des femmes, pour la plupart des personnes émigrées. Il y avait beaucoup d'Asiatiques, il y avait des choses. Et un jour, le syndicat m'a attendu quand je suis sorti du travail. Et là, m'a expliqué la situation et m'a demandé est-ce que je voulais rester, parce que je parlais de trouver d'autres choses, si je voulais rester pendant quelques mois, parce qu'il voulait il voulait rentrer et faire un vote, à savoir si les gens voulaient avoir le syndicat ou non. Et donc, je me suis trouvé coincé là. Et coincé, je n'avais pas à rester non plus, mais enfin, j'ai voulu... je pensais qu'il était important de faire ce que j'ai fait. Donc, je suis resté là. Et il y a eu un vote. Et finalement, le syndicat a été accepté par les employés. Et le propriétaire, le lendemain, a fermé la compagnie. Et ça, c'était à Vancouver? Ça, c'était à Vancouver, oui. Donc, tout le monde a été mis à la porte, fermé la compagnie. C'était une personne, cet homme-là était un fervent de la pêche, et quand il a participé à la fondation de l'aquarium, et à l'époque, il donnait 300 à 500 000 $ de cadeaux au nouvel aquarium. Pendant ce temps-là, il payait, les femmes étaient payées, je pense, 45 à 50 cents de l'heure, et les hommes, $1 de l'heure. Donc, ça pouvait pas, même à cette époque-là, c'était pas beaucoup. Donc, ça a fermé, et c'est là, ça m'a fait une drôle d'impression, parce que ça fait à peine quelques mois, même pas tout à fait un an que je suis à Vancouver, et j'ai déjà causé la fermeture d'une entreprise. Un bon début. Ah bon, ça c'est... Est-ce que c'est ça le Canada? Et donc je me suis retrouvé sans travail, mais 2 jours plus tard, j'avais un autre travail, une entreprise qui était plus dans ma branche, dans ce que j'avais fait un peu. Je suis un peu mitigé, j'ai eu des études, disons, techniques. J'étais dans un collège technique, et ensuite j'ai fini
comme comptable et commerce. Donc c'était mon... Donc j'avais les deux choses et là je me suis retrouvé dans une entreprise où on fabriquait de l'équipement électrique. On équipait en disjoncteur les barrages, les choses comme ça. Et je me suis retrouvé à travailler avec les ingénieurs pour fabriquer les nouveaux des nouvelles équipements et tout ça. Donc pour moi c'était très intéressant parce que j'étais très libre. On me donnait, on me disait exactement qu'est-ce qu'on voulait obtenir, quel genre de choses et tout. Et moi je fabriquais à ma façon. Donc j'étais mon propre... c'était sous la surveillance d'un ingénieur, mais j'étais toujours... donc pendant un moment, j'ai travaillé très, très bien comme ça. Et là, finalement, personnellement, en 70, j'ai eu un accident de voiture assez dur. Donc je ne pouvais plus... il y avait des choses que je ne pouvais plus faire. Et c'est là que ça m'a donné le temps de me remettre et tout. C'est là que j'ai commencé à être... mais là, on s'avance dans mon application dans la francophonie. D'accord. À ce moment-là, aviez-vous toujours seulement un enfant? Alors, oui, donc en 60... je suis arrivé en 64. Là, on logeait dans le quartier italien. Donc, ma femme a appris l'italien. Donc, Commercial Drive, ce coin-là? Victoria, Oui. Victoria Grant. Moi, je parlais un peu l'italien, mais j'ai refusé parce que j'ai bu du vin italien et c'était très dur. Se faire inviter à 10 h du matin, boire un verre de vin, c'était pas mon... Donc j'étais le Français qui n'avait aucune idée comment parler en italien, ou qui avait du mal à parler, parce qu'eux parlaient très peu l'anglais. C'était surtout l'italien. Donc en 67, j'ai pu m'acheter une maison. Et parce que ma femme était enceinte et au mois de juin, on a eu un deuxième enfant, un garçon. Qui s'appelle? Qui s'appelle Pascal. Pascal. Alors, par le temps que le premier contact francophone que j'ai eu en 67, c'était la fin de l'année 67, quand Radio-Canada, CBUF-FM a ouvert ses portes. La radio, CBUF-FM. Donc c'est la première fois qu'on avait quelque chose en français. Donc c'était très intéressant. Connaissez-vous d'autres francophones à ce moment-là, déjà, en ville? Oui, parce que en 65, 66, je m'étais acheté une voiture et j'avais découvert la Caisse populaire de Saint-Sacrement. J'avais ouvert un compte là, je pense en 65, 66. Et je voulais m'acheter une voiture à l'époque. 3500 $. J'avais 2000 $ et je voulais emprunter 1500. Donc j'avais été voir la Caisse populaire Saint-Sacrement. Et là, le gérant m'a fait savoir que ça allait prendre au moins un mois et demi avant que j'ai une réponse, parce qu'il fallait que le comité des prêts se réunisse. Enfin, ça semblait tellement difficile.
Et moi, la voiture, on me l'avait offerte à un prix spécial. Et dans un mois et demi, peut-être que le prix spécial était plus là. Donc, je suis retourné voir le vendeur pour dire que j'ai des problèmes avec ma caisse populaire. Et c'est là qu'il y avait la banque, je dirais pas le nom, mais pour faire mais la banque de l'autre côté de la rue. Il me dit, va voir là, demande à parler avec monsieur Untel et tu ne devrais pas avoir de problème. Et dans ce temps-là, c'était comme ça les choses. J'ai été voir, j'ai demandé à parler avec monsieur Untel, qui m'a reçu avec un grand sourire, il m'a fait s'asseoir à sa table, on s'est serré la main, et il m'a dit combien vous voulez. J'ai dit 1500 $. À l'époque, c'était quand même bien. Et il me dit pas de problème, il m'a rempli les papiers, j'ai signé, il est reparti, il est revenu avec un chèque de 1500 $. Et on s'est serré la main encore une fois. Et je suis parti, j'ai donné mon 1500 $, mon chèque au vendeur, et j'ai eu ma voiture. Et contrairement à ici, un an plus tard, quand j'avais tout payé, mon 1500 $ au bout de 12 mois, je pense, j'ai reçu une lettre de la banque en me félicitant d'avoir tout payé, en disant combien ils ont apprécié là, et que je pouvais venir n'importe quand pour emprunter d'autres argent. C'est un langage qu'on a pu maintenant. À notre époque, maintenant c'est des machines. Quand on fait des demandes, ça passe à travers la machine. Tout à fait. Si le robot est d'accord, ça marche. S'il n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Et puis, quand on repaye, il n'y a pas de lettre pour nous remercier, pour nous encourager à revenir. Et qu'est-il arrivé avec votre lien avec la Caisse populaire, donc? Ah ben, ça a été toute une affaire. Donc, j'ai continué d'être membre. Donc, chaque année, avec la Caisse populaire, là aussi, c'était... à l'époque, il y avait, je pense, il y avait 2 groupes dans la Caisse populaire, 2 groupes de membres. Donc, et j'ai appris ça très, très vite. Il y avait ceux qui étaient admis dans ceux qui savent. Et il y avait ceux-là qui étaient aussi très, très paroissiens, très admis à la paroisse. Alors, quand il y avait une réunion, la réunion générale de la Caisse populaire, c'était dans le sous-sol de l'église Saint-Sacrement. Donc, il y avait les chaises, il y avait 2 rangées de chaises. La rangée de gauche et la rangée de droite, qui était toujours un peu plus longue que la rangée de gauche. Et là, j'ai réalisé que quand on venait, on nous assoyait. Donc, dépendant qui on était placé dans la rangée de gauche ou dans la rangée de droite. Et la rangée de gauche était toujours remplie exactement le nombre de personnes. Et parce qu'on savait d'avance qui venait là. Et la rangée de droite, ben, c'était pour les autres membres qui venaient comme ça. Et là, l'Assemblée se plaçait. Donc, il y avait vraiment... c'est là que j'ai vu que c'était pas toujours uni dans la francophonie. C'était ma première expérience de francophonie à Vancouver. Étiez-vous lié à la communauté française à ce moment-là aussi, l'Alliance française par exemple? Pas du tout. Non, j'ai jamais été... j'ai jamais été lié. Le seul lien que j'ai eu à un moment donné, c'est quand j'ai fondé l'association francophone de Vancouver en 68. On faisait des danses. On organisait du mois de septembre au mois d'avril à peu près. On avait des danses tous les mois.
Et pendant un moment donné, on a loué la salle de l'Alliance française pour faire. Mais après, elle était trop petite. Après, on a été dans d'autres. Donc, j'ai jamais été membre de l'association. Non, non. Pour moi, c'était. J'étais venu habiter à Vancouver et c'était la communauté de Vancouver qui m'intéressait. C'était pas de revenir. Si j'avais voulu revenir avec les choses, je serais reparti dans mon pays d'origine. Donc, quand vous avez fondé donc l'Association francophone de Vancouver, est-ce que c'était votre premier élan donc dans la société, dans la communauté? C'était mon deuxième. Deuxième, d'accord. Donc le premier, c'est que bon, il y a eu la radio française, Radio-Canada, CBFT, qui est venue en décembre 1967. Et là, pendant les mois qu'on suivit, il y avait certaines informations, il y avait certaines nouvelles qui étaient données, il y avait les gens de Radio-Canada à l'époque cherchaient désespérément des francophones. Ils n'avaient aucune idée qui était francophone, qui n'était pas francophone, qui fonctionnait en tout cas. Alors c'était de temps en temps, on avait quelques nouvelles, des choses comme ça. Puis un beau jour, au mois de, je pense que c'est fin mars ou début avril, il y a eu une entrevue avec M. André Piola, à la radio, qui parlait de tout un tas d'affaires, parce qu'il était impliqué avec la Caisse populaire de Saint-Sacrement, il était impliqué avec la paroisse, et lui parlait entrevue, puis là il a dit justement, il y a une personne compétente qui a déjà travaillé dans des journaux, des hebdomadaires ou des magazines, et qui est à Vancouver et qui serait prêt à aider à démarrer un journal francophone à Vancouver. Et là, il a fait appel pour des bénévoles pour aller dans les bureaux de Maître Goujon, un avocat francophone qui avait un bureau de l'espace de libre pour faire. Et il encourageait les bénévoles à venir, je me souviens plus, à telle heure, tel jour, dans les bureaux de Maître Goujon. Et puis si vous êtes intéressé, il y a quelqu'un qui est là pour vous dire quoi faire et tout ça, et pour démarrer un journal francophone. Moi, l'idée, ça m'avait plu. C'est ce qui me manquait, quelque chose à lire en français, avoir des nouvelles en français, des choses comme ça. Donc je me suis rendu là, et on devait être une douzaine de bénévoles là, qui sont venus, et il y avait cette personne-là qui était là, et on a commencé, c'est comme ça qu'on a fait les premiers numéros du journal. On s'est réparti des pages, quel genre de pages on voulait avoir, et puis combien de pages, et puis qui est-ce qui allait faire tel article ou choisir tel article. Enfin, on s'est réparti entre les 12 des pages, et on a tapé nos pages, on a tapé nos articles, il y avait quelques machines à écrire. Et puis là, il a fallu coller nos colonnes. Enfin, c'est... Et le titre du journal à ce moment-là? C'était Le Soleil de Vancouver. C'était Le Soleil de Vancouver, le journal de Vancouver, à l'époque, parce que personne n'avait aucune idée s'il y avait d'autres francophones ailleurs et tout ça encore. On était tout à fait ignorants. Et donc on a fait comme ça. Puis là, je ne me souviens plus combien de numéros on a fait dans les bureaux de Maître Goujon. 3, 4, 5, je me souviens vraiment plus. Et un beau jour, on vient tous pour travailler là, et on apprend que notre rédacteur est parti. Et est parti avec la caisse, avec l'argent qu'il y avait dans la caisse, et il est retourné au Québec. Alors... bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, finalement, on a eu un appel de M. Piola,
qui m'a dit, à ce moment-là, il m'a parlé, je ne le connaissais pas, et il me dit, si vous voulez continuer le journal, vous êtes les bienvenus à venir dans mes bureaux, et je vous fais un espace, et puis vous pourriez venir dans le bureau. Alors, moi j'ai accepté, il y en a d'autres qui ont accepté, puis je pense qu'on s'est rendu on était 3 ou 4, de 12 on est descendu à 3-4 peut-être, qui sont... alors c'est des bureaux qui étaient sur la 15e avenue, à côté de la rue Fraser. D'accord. Et est-ce que M. Piola avait un rôle dans le journal? Alors, M. Piola n'avait jamais fait un journal, donc il n'avait aucune idée. Donc, quand nous, on est venus, on lui a dit, on a amené les machines à écrire qu'il y avait les machines à écrire, puis on lui a dit qu'est-ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qu'on faisait, et puis donc il nous a fourni ça. Donc on a commencé à faire le journal dans ses bureaux. On était dans le fond, il y avait tout un genre de pièce à part un peu. On a travaillé là, et là on tapait des articles et tout. Là on a essayé de commencer à faire mieux, parce que avec M. Piola, qui connaissait des personnes, on a commencé à avoir des annonces. On avait un marchand de voitures, on avait eu un mécanicien, on a eu différentes choses. Donc, il fallait faire des annonces aussi. Donc, moi, j'ai fini par être le spécialiste de faire l'annonce avec le lettre A7 et avec des photos, puis mettre du lettre A7 par-dessus et tout ça, enfin, faire ça, en plus de taper les articles. Donc, on a continué comme ça, mais c'était difficile d'avoir tout le monde, parce que les autres... il y en a qui ne pouvaient pas venir un jour, une semaine et tout. Donc le résultat, c'est que M. Piola a décidé d'embaucher, parce qu'il a vu qu'on ne pouvait pas fournir. Donc c'est là qu'on a embauché une dame qui est venue pour taper les articles dans le courant de la journée, parce que nous, on pouvait... Moi, par exemple, j'habitais à 5 minutes du soleil, donc j'étais là tous les soirs, à 7 heures j'étais là, mais je ne pouvais pas travailler dans la journée, donc cette dame-là pouvait taper. Alors là, on a commencé à taper et tout. Et c'est là que le soleil est devenu vraiment une entreprise. M. Piola l'a enregistré à Victoria, et on a formé un conseil d'administration. Donc moi j'ai été un des seuls qui est resté. Ensuite on a eu d'autres personnes qui sont venues petit à petit au cours des années, qui ont aidé. Il y en a qui sont restés plus longtemps que d'autres. Au moment de la forme justement de l'embauche, par exemple, de cette dame, est-ce que vous étiez tous bénévoles? Tout le monde était bénévole. Tout le monde était bénévole. Tout le monde était bénévole. Madame Battu était la première employée du Soleil. Madame Battu. Madame Battu, qui était employée du Soleil. C'est la première qui était payée par le Soleil. Enfin, officiellement, parce que certainement M. Piola mettait d'argent de temps en temps pour le faire, mais c'était la première personne. Donc c'est ça, donc vous parliez d'une caisse, donc qui finançait le Soleil jusqu'à ce moment-là? La caisse, d'après ce que j'ai pu parler avec Maître Goujon et André Piola, c'est que les deux ont mis une petite somme d'argent pour démarrer le Soleil, tous les deux, pour payer les coûts, les frais, les choses là. Donc, quand lui est parti, je pense que lui devait... Peut-être qu'il avait eu... peut-être qu'on lui avait dit qu'il pourrait se payer avec les revenus du Soleil. Et peut-être un mois plus tard ou un mois et demi plus tard, il a réalisé qu'il ne serait jamais payé de la façon. Donc, il est parti avec le... C'était pas des sommes fantastiques, mais
ça lui a payé au moins ses frais, pour partir. Je lui en veux pas, parce que je ne sais pas ce qu'on lui avait dit, j'étais pas là, donc c'est des choses. Donc le soleil, on a fonctionné comme ça bénévolement pendant un certain temps, à produire le soleil bénévolement. On s'amusait à taper des colonnes, on essayait de faire des colonnes droites avec les machines à écrire. Donc on est devenu habile tellement où on regardait le texte qu'on avait à taper et on savait le nombre de lettres qu'on avait besoin dans chaque colonne. Et donc ça nous prenait tel mot, le placer de telle façon pour pas trop perdre de temps non plus à taper. Donc on était devenu presque des bonnes machines à taper. Les colonnes n'étaient pas trop mal, c'était assez bien. Les publicités, c'était bien, c'est bien. On mettait des photos, petit à petit, on a vraiment amélioré la présentation du soleil et tout. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé là. Ensuite, on a eu quelqu'un qui est resté à l'époque, qui est arrivé, c'est Jean-Claude Arbuison, qui est venu là travailler. Donc lui, il a travaillé aussi sur la 15e avenue, jusqu'au moment où on a eu un feu qui est venu uniquement dans le fond des bureaux de M. Piola. C'était juste où tout se trouvait. Est-ce que c'est quelque chose à nous qui a fait ça? Est-ce que c'est la machine à café? Est-ce que c'est quelque chose qui a brûlé? En tout cas, nos machines ont brûlé. Enfin, certaines machines ont brûlé, certains documents ont brûlé. Alors, on a réussi à éteindre le feu. Les bureaux de M. Piola ont été épargnés, il n'y avait pas de problème. Par contre, ça sentait la fumée, ça sentait le feu. Et comme j'habitais à côté, toutes les machines se sont retrouvées dans mon sous-sol. Ce qui a été une expérience pendant le temps qu'on trouve un autre local. Ça a été une expérience parce que quand vous habitez dans une maison et continuellement vous avez une senteur de fumée qui remonte. Je sais que moi ou ma femme, on descendait toutes les 10 minutes pour nous assurer qu'il n'y avait rien qui brûlait. C'était vraiment une drôle d'impression. Donc c'est comme ça que moi, mon application au soleil, après quand j'ai été pris dans d'autres organisations, donc j'étais toujours membre du Soleil, j'étais actionnaire du Soleil, et puis une chose qui est amusante, c'est que André Piola s'était assuré que sur le conseil d'administration, on avait un représentant du Parti conservateur, un représentant du Parti social-crédit, un représentant du Parti libéral et un représentant du Parti NDP, en plus de moi. Donc, il essayait d'avoir des trucs. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu d'être nommé juge éventuellement. Et donc, éventuellement, petit à petit, j'ai travaillé de moins en moins. Je faisais encore j'ai fait la publicité encore pendant assez longtemps, mais puisqu'il y avait Mme Battu et Jean-Claude Arbuison, donc je n'avais pas besoin d'être aussi impliqué dans la fabrication du journal, à part les annonces que j'ai fait encore pendant quelques années. Puis ensuite, petit à petit, c'est moi qui m'occupais des comptes du Soleil. Je faisais les états financiers du Soleil tous les ans pour l'Assemblée générale. Donc j'ai continué à faire ça pendant de nombreuses années. Et puis une chose qu'on ne sait pas encore, mais c'est que avec le début du Soleil, André Piola est très francophone,
avait décidé de faire un prix. Et il disait que c'était bon d'encourager les anglophones à parler le français. À l'époque, il n'y avait pas encore le programme d'immersion, c'était pas encore fait. Si, c'était fait. Mais donc, il voulait encourager parce qu'il y avait il y avait une classe de français en 8e année, un semestre en français. Une classe où les élèves devaient apprendre le français. Et donc André Piola pensait que c'était bon d'encourager les petits anglophones à le faire. Donc Piola et moi, on allait chaque année, on s'informait auprès de la commission scolaire, la commission scolaire du meilleurs élèves. Puis là, on allait dans l'école où se trouvait ce meilleur élève et on lui donnait une radio. C'était un cadeau du Soleil de Colombie. Et avec le journal, on lui donnait une radio pour le féliciter d'avoir réussi en français. Alors, ça c'est une chose, ce programme de français, au cours des années, j'avais appris que c'était très nocif pour les francophones. Parce que j'ai réalisé, en étant impliqué comme ça, parce que chaque année, on allait rencontrer ces élèves-là, et j'avais réalisé, quand j'ai vu des copies, que c'est très dur d'apprendre une nouvelle langue quand on a 14 ans. C'est très dur de commencer, à moins de commencer plus tard quand on est plus mature, à l'université par exemple, on veut apprendre une langue, c'est différent. Mais là, 14 ans, 13 ans, c'est un âge où les jeunes sont très fragiles, ils veulent paraître, ne pas avoir l'air ridicule, ils veulent être, on le voit même encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui se suicident parce que quelqu'un leur a dit des choses sur Facebook, donc ils vont se suicider. Et j'avais vu que il y a des jeunes, quand ils faisaient l'examen, tout ce qui marquait sur la feuille, c'était marqué « I hate French ». Et je ne l'ai pas vu une fois, je l'ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai vu ça, et j'ai dit, on est en train de faire des gens qui vont haïr le français. Parce que là, on essaye de leur forcer d'apprendre une langue à un âge où ils font. À un âge, on apprend une langue à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou plus tard, quand on a 16 ans, 18 ans, mais à 10 ans, 13 ans, 14 ans, c'est très dur. Il y a beaucoup de gens où c'est très difficile. Alors, on a continué à faire ça. Donc ça, c'est avec le Soleil. Et ensuite, officiellement, je me suis retiré du Soleil parce que après j'ai été impliqué au niveau provincial. Donc j'étais plus toujours à Vancouver pour aider. Donc, vous avez été lié au Soleil pendant combien d'années? Alors, j'ai été avec le Soleil, j'ai été jusqu'à la fin, jusqu'à temps que M. Piola, avant son décès, donne ses actions du Soleil à M. Jacques Baillot. Ça a été la fin. Jusqu'à là, c'était moi le secrétaire trésorier du Soleil, et je m'occupais du Soleil avec M. Piola et tout ça. Et le jour où le Soleil a été confié à M. Jacques Baillot, donc là j'avais pu, c'était fini. C'était mon dernier. Avez-vous eu de quoi à dire au sujet du changement de nom, du Soleil de Vancouver au Soleil de Colombie?
Alors, le changement de nom, ça s'est fait en plusieurs fois. Hein. C'est que le soleil a appartenu à deux personnes différentes à des moments du soleil. Parce que M. Piolet voulait trouver quelqu'un qui puisse prendre le soleil et puis en devenir le rédacteur, le patron du soleil. Mais il fallait avoir de l'argent, parce que le soleil coûtait de l'argent. Et donc en deux fois, il y a eu des personnes. Il y a eu une Madame Bennett qui pendant, je sais pas, 2 ans, je pense, 2 ans, avait repris le contrôle du soleil. C'est une enseignante. Et donc le nom a changé. Et puis il y a eu un autre, j'ai plus son nom, qui était supposé reprendre la direction la rédaction du Soleil, tout ça. Donc moi j'étais toujours impliqué à faire les comptes et tout, mais donc ces gens-là ont changé un peu le nom pour l'étendre et tout ça. Donc c'est arrivé à ces moments-là. Le premier changement de nom pour Soleil de Colombie, c'était, je pense, c'était avec André Piola. Ça a été fait quand on a décidé parce qu'on voulait finalement aller ailleurs dans la province. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de nom. Donc, on avait... Quelle serait la prochaine étape de votre parcours dans la francophonie? Alors, pendant le Soleil, bon, le Soleil a continué pendant des années, pendant une vingtaine d'années. Moi, en 68, en même temps, j'ai profité du Soleil pour, une fois, faire une annonce. C'était au mois d'août, pour faire une annonce aux francophones, parce qu'à l'époque, on ne savait pas. On n'avait aucune idée, on espérait, on pensait qu'il y avait des francophones, mais jusqu'où, où, comment. Et donc j'ai fait dans le Soleil, j'ai mis une annonce en donnant rendez-vous à des francophones qui seraient intéressés à participer à une association francophone, de venir à Nord-Vancouver, dans un parc, là, au bord de la mer, de venir à 1 heure, enfin j'avais donné 1 heure, un jour, une heure, de se retrouver là et qu'on pourrait passer une journée ensemble en français, à faire un pique-nique sur la plage et se rencontrer, se parler, tout ça. Donc ce jour-là, on a été, ça devait être un dimanche, si j'ai bonne mémoire. Et là, il y avait une 60aine de personnes qui étaient là, sur la plage. Donc, on a écouté tous ceux qui parlaient français, on les a réunis dans un coin, et là, on a commencé à se rencontrer. Il y avait des gens de partout. Il y avait des francophones d'ici, il y avait des francophones de l'Ouest, il y avait des Québécois, il y avait des Acadiens. Et ensuite, il y avait un Égyptien, il y avait un Suisse, des Suisses, il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Africains, mais très peu. À l'époque, il y avait très peu d'Africains. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu très peu. Enfin, il y avait des gens de partout. Et donc, on s'est, à un moment donné, j'ai réuni tout le monde là pour parler un peu plus, pour dire est-ce que vous seriez intéressé à faire partie d'une association et tout ça. On pourrait faire des activités en français, faire des soirées en français, tout ça. Est-ce que et tout le monde était d'accord. Donc là, j'ai pris une douzaine de noms de personnes avec l'adresse et tout. Et puis, je suis revenu. Là, j'ai préparé une constitution, des statuts. J'ai appelé des gens. J'ai dit, est-ce que vous voulez être sur le conseil d'administration? J'ai besoin d'une secrétaire.
secrétaire trésorier. Donc j'avais besoin d'un président et j'avais besoin de membres de conseil. Je préférais garder le secrétaire trésorier. Comme ça, j'avais le contrôle de tous les documents pour faire l'enregistrement et tout ça. Et là, on a formé l'association. Puis là, Comment s'appelait-elle? L'Association francophone de Vancouver. D'accord. C'était très simple. Et c'est une association qui a fonctionné pendant, je dirais, jusqu'à 4 ans, 5 ans. On a eu jusqu'à 350 membres. Tous les mois, on organisait une activité. À Noël, on organisait une fête pour Noël. On avait quelqu'un qui se déguisait en Père Noël. On donnait gratuitement des cadeaux à tous les enfants des membres. Ensuite, dans l'été, on a fait des rallyes automobiles, on a fait enfin tout un tas de choses, des campings, des pique-niques. Il y avait pratiquement tous les mois, il y avait quelque chose qui se faisait. C'était très, très intéressant. Et moi, j'ai rencontré des gens fantastiques qui venaient de tout. On a même des anglophones qui parlaient le français et qui cherchaient désespérément un endroit pour parler français. Donc, ils venaient avec nous. Donc, cette association-là a été impliquée. Donc, ça a commencé en 68. Là, une fois sur cette association-là, il y avait un autre organisme qui s'est créé, je pense en 69. Oui. C'était principalement des Québécois qui sont réunis pour parler de livres, des nouveaux livres et tout ça, et parler de nouveaux livres, surtout de ce côté-là. Donc moi, j'ai eu des contacts avec eux, et là, on se partageait, on s'entendait très bien. Donc il y avait deux organisations à Vancouver. Rappelez-vous du nom de cette organisation? C'est ça, il va faire que ça va me revenir très certainement. Mais je sais qu'il y avait Jacques Bernard, d'ailleurs, qui est parti à la radio, qui était là. Il y avait d'autres, Céline Cirelli qui était là. Et on s'est rencontrés plusieurs fois. Puis à un moment donné, on dit que ça serait bien quand même qu'il y ait quelque chose au niveau provincial. Parce qu'à l'époque, la fédération, c'était... à l'époque, c'était vraiment un organisme, une petite société, une petite organisation, qui jusqu'en 1964, moi je l'ai su après, mais parce que je n'étais pas, mais en 1964, il y a eu une chicane, et il y a la troupe Molière qui existait jusqu'en 1964. Madame Blanche Lambert. Blanche Lambert, qui apparemment avait une très bonne réputation, parce que j'en ai parlé avec des gens au Manitoba et ailleurs, et qui l'ont vu, parce qu'ils ont voyagé dans un truc, et qui apparemment, il y avait de très très bons éléments. Malheureusement, en 1964, il y a eu une chicane, la troupe de la Molière s'est dissoute, et à la même époque, la même année, il y a eu une assemblée générale de la fédération. Et là, dans cette assemblée générale de 1964, M. Piola, avec un groupe d'amis, je suppose, qui étaient à l'assemblée de la fédération, ont fait changer la politique d'éducation de la fédération. Alors, la politique de l'éducation, jusqu'en 1964, à la Fédération, c'était l'encouragement de l'enseignement du français dans les écoles paroissiales. Provinciales, vous dites? Dans les écoles, oui. Dans les écoles de paroissiales. De paroisse, vous aviez... De paroisse. D'accord. Oui, paroissiales. Et donc, c'était ça. Et c'est pour ça que le français est resté en Colombie-Britannique, c'est parce que
il y avait certains endroits, certaines paroisses qui continuaient d'enseigner ou qui continuaient de parler en français à leurs enfants par la paroisse. Là, M. André Piola, en 1964, à l'Assemblée générale, fait passer une proposition, une nouvelle politique, où la fédération devait réclamer du gouvernement provincial une école française. Une école française. Là, on ne parlait plus du tout des écoles paroissiales. Et ça a été un schisme. Jusqu'à présent, la fédération, c'était vraiment un regroupement des comités paroissiaux à travers la province. La fédération, c'était ça. Et d'un seul coup, les prêtres se sont retirés. Les paroisses, officiellement, les prêtres, se sont retirés de la fédération. Donc les comités paroissiaux ont continué d'être membres, mais il n'y avait plus les prêtres. Donc c'était vraiment, il y a vraiment eu une coupure énorme dans la fédération. Alors la fédération avant fonctionnait à travers ses paroisses. C'est comme ça, il n'y avait pas d'autre chose qui se passait. Et là, en 1964, avec cette nouvelle politique en éducation, la fédération perdait ses plumes, perdait ses membres importants parce que les paroisses n'étaient plus membres. La paroisse elle-même, puisque c'était les curés qui dirigeaient, donc il n'y avait plus ça. Alors ça a vraiment été, après 1964, pour la fédération, ça a vraiment été à coup dur parce que le financement n'était plus là. Et il n'y avait plus le support des paroisses. Donc la fédération était devenue une petite organisation très, très fragile. Jusqu'en après 68, quand le gouvernement Pierre Trudeau a commencé à faire une politique sur les langues officielles. Et là, par l'entremise du Manitoba, il y avait le curé Père Patoine, Jean Patoine, qui était secrétaire de la Société albertaine francophone. Donc lui connaissait un des ministres de Pierre Trudeau, et eux ont commencé à Ottawa à donner de l'argent pour les francophones. Et là, ils ont donné de l'argent, ils ont décidé de donner de l'argent à certains groupes francophones à travers le pays. Et comme le Père Patoine connaissait des gens ici, encore lui, donc il a donné un peu d'argent à la fédération, qui a pu, à ce moment-là, embaucher un secrétaire, qui était Roméo Paquette. Et donc il a pu embaucher Roméo Paquette, et lui était payé pour être le secrétaire de la fédération. Donc c'est là qu'il a créé l'Appel. Qui signifie? L'Appel, c'était l'Appel. Ah, l'Appel, le journal. Le journal L'Appel, voilà. C'était le journal de la Fédération, qui était principalement écrit par Roméo Paquette. Donc c'était devenu la compétition du soleil. La compétition du soleil. Alors, c'était ça. Donc nous, quand moi j'ai rencontré les dirigeants de l'autre groupe francophone, c'est là qu'on s'est dit que ce serait bon qu'il y ait une association provinciale qui puisse nous représenter vraiment bien. Alors là, la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on créait une nouvelle association provinciale ou est-ce qu'on rénovait la fédération qui existait à l'époque pour en faire une association solide.
Donc on a décidé plutôt que d'essayer de se battre avec tout ça, on a décidé, on va rentrer dans la fédération pour refaire. Donc on a été à une assemblée générale, je pense que c'était en 69, 70, 69. On a assisté à une réunion de la fédération et donc là, on a parlé il y avait un tas de choses, il fallait refaire la constitution de la fédération parce que c'était vraiment la comptabilité de la fédération, il y avait les comptes de dépenses de la fédération, c'était un compte à la caisse populaire. Donc, pour faire la comptabilité, il y avait juste qu'à avoir le compte de la caisse populaire, puis ça va nous dire combien on a dépensé dans tel an. Enfin, c'était vraiment amateur comme chose. Alors, et c'est là que la première expérience que j'ai eue avec la Caisse populaire, je l'ai reconnue à la Fédération parce que j'ai été avec Denise Signorelli, qui était la représentante de l'autre groupe francophone, et on était là à l'association, puis la réunion avait commencé, puis d'un seul coup, il y a M. Piola qui vient et qui me voit. Donc, il vient s'asseoir à côté de moi. Et bon, pas de problème. Moi, je le connaissais, je commençais à le connaître du soleil, donc j'ai pas de problème. Puis, donc, la réunion commence, et puis à un moment donné, je demande la parole, puis je me lève pour demander des choses que la fédération devrait faire et tout ça. Et quand j'ai eu fini le truc, le secrétaire, M. Roméo Paquette, prend la parole et dit oui, ben, si M. Piola a des choses à dire, il ferait mieux de les dire lui-même. Et là c'est là que je me suis aperçu que on ne s'aimait pas beaucoup d'un côté comme de l'autre. Et c'est moi qui prenais. Alors j'ai fait la réflexion à M. Roméo Paquette que ce que je venais de lui dire, c'était ce que mon association et l'autre association avaient décidé, que c'est ce qu'on allait demander, et que M. Piola n'était pas du tout au courant de ce que je pense plus tard, il s'est aperçu que c'était... Ouais. Donc c'est là, et là, finalement, l'Assemblée générale a décidé de créer un comité de réorganisation de la fédération. Et ils ont nommé 5 personnes, dont moi comme président du comité. Alors... donc on s'est réunis quelques fois. Pendant toute une année, il y a eu des sessions d'animation à travers la province pour animer les francophones, pour les réorganiser, les aider à s'organiser et tout ça. Et puis il y a eu des rencontres à savoir comment les gens voulaient la fédération et tout. Et Roméo Paquette était DG durant toute cette période? Était le secrétaire. Secrétaire. Il n'y avait pas de directeur général, c'était secrétaire. Et puis donc, toute la première année, moi j'ai passé des heures à mon téléphone parce qu'à l'époque, les téléphones cellulaires n'existaient pas. Et donc j'avais mon téléphone au mur et je passais des heures à téléphoner à travers la province pour passer en revue toutes les propositions, puis demander ce que les gens pensaient, qu'est-ce qu'on veut, pour finalement faire un rapport, pour présenter un rapport. Et c'est là qu'on a refait la constitution de la fédération avec tel que c'est dans le petit livre. Ça a été fait avec partout. J'ai téléphoné partout, Dawson Creek, Terrasse, Prince George, Port River.
Le petit livre, c'est une nouvelle constitution. C'était la nouvelle constitution, oui, de la fédération qui a été adoptée en 70. Les dates, peut-être à un an près, et ça a été adopté par une assemblée générale de la fédération comme nouvelle constitution. Et comment s'appelait-elle à ce moment-là, la Fédé? Alors, à cette époque-là, c'était la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique. Canadienne-française. Oui. D'accord. Donc, ça faisait un nom qui était très long. Et donc, c'est devenu la Fédération des Franco-Colombiens. Donc, c'était plus court. Et là, j'ai été élu sur le comité exécutif de la fédération. C'est là que j'ai commencé à contacter. J'ai été sur l'exécutif, mais je ne suis pas resté longtemps. J'ai été Terrasse, l'association de Terrasse avait des problèmes en 71, en 72, et il demandait un conseiller qui connaissait les statuts et tout ça, la direction des organisations. Donc, sur l'exécutif, personne ne voulait y aller, donc on m'a envoyé là-bas, à Terrasse, ce qui était très bien, parce que finalement, le président à l'époque est toujours mon ami, alors ça c'est bien. Et comment s'appelle-t-il? Raymond Asensio. C'était lui le président de l'association de Terrasse à l'époque. Asensio. Asensio. Ouais, il est d'origine haïtienne. Et vous êtes installé donc à Terrasse? Non, mais il y avait l'association qui était membre de la fédération. Oui, mais vous êtes installé à Terrasse? Moi, j'étais là. Non, j'étais là pour 2-3 jours. Hein. Ah, d'accord. Non, juste pour assister à une réunion. J'étais un peu intimidé parce que c'était tous des bûcherons. Et moi, je dis, ils vont voir un gars qui vient de la ville, qui est en train de leur dire quoi faire. Je vais peut-être me retrouver dans la rue. Mais non, les gens étaient très gentils. Très gentils. Ça s'est très bien passé. Le problème, c'était que ils organisaient des danses. Et pour chaque danse, ils achetaient les nappes, ils achetaient les verres en plastique, ils achetaient le nécessaire pour la danse. Puis là, la danse se passait, puis ceux qui organisaient ça ramassaient les nappes, ramassaient les trucs, et après ils s'en servaient pour organiser, parce qu'eux faisaient de la musique aussi, ils organisaient d'autres danses avec des anglophones, avec tout le monde, et ils utilisaient le matériel de l'association francophone qui, un mois et demi plus tard, organisait une autre danse, et là, il fallait racheter tout le matériel et tout ça. Donc là, les gens qui étaient sur le conseil en disant, écoute, on pourrait réutiliser le matériel, on peut réutiliser les nappes, on peut réutiliser du matériel qu'on a utilisé, on n'a pas besoin de racheter tout. Alors là, c'est là que le conflit, et moi je leur ai dit, ben non, ça appartient, si c'est l'association qui paye, ça appartient à l'association, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire autre chose, à moins d'être autorisé par l'association. Mais sinon, ça appartient à l'association. Donc ça a réglé le problème. Malheureusement, l'association n'existe plus. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de francophones là-bas. Il doit y en avoir. Et donc c'est mon choix. Après ça, pendant que j'étais sur l'exécutif, parce que j'étais devenu, j'avais fondé, enfin j'étais un des cofondeurs du conseil interprovincial de la diffusion de la culture. C'était en 70. On avait fait venir un artiste on avait fait venir, avec l'argent du fédéral, je ne sais plus si c'est en 69 ou 70, Félix Leclerc était venu.
payé par le fédéral. Et c'était Maxime Desaulniers, qui était directeur de la station de radio, qui avait organisé le spectacle à Nord-Vancouver. Donc là, j'avais eu le plaisir de voir Félix Leclerc. J'étais très bien, c'était superbe. Et ensuite, Père Platoine, qui était chargé de ça, avait demandé au fédéral s'il pouvait organiser un organisme qui s'occuperait de diffuser des artistes comme ça à travers le province. Et Ottawa avait dit oui. Donc il avait demandé à Maxime Desaulniers s'il voulait siéger s'il voulait venir. Et lui, il n'était pas prêt parce qu'il faisait partie de Radio-Canada, il ne voulait pas s'impliquer dans le truc. Donc il m'avait contacté. Et il m'avait demandé, Jean, est-ce que tu veux, il y a Jean Platoine qui veut organiser une organisation, est-ce que tu veux représenter la province? Alors, moi j'ai accepté parce que j'organisais déjà des spectacles francophones là. Alors, je me suis retrouvé à une réunion à l'hôtel Victoria à Montréal, un vieil hôtel. Donc, il y avait Jean Platoine, hein, il y avait un représentant par province, hors Québec, bien sûr, pas le Québec. Et là, on a décidé de se structurer formellement. On a embauché du personnel et on a fait un budget qui a été accepté par le fédéral. Et là, on a commencé à faire des spectacles, à organiser des spectacles pour voyager à travers le pays. Et ensuite, on s'est entendu avec l'association des centres culturels du Québec. Et on a organisé ce qu'on a appelé un colloque culturel, qui a été principalement tenu à l'Université de Sherbrooke. Donc, les délégués de chaque province, on avait plusieurs délégués de chaque province, et les délégués des centres culturels du Québec se retrouvaient au sein d'un colloque culturel. Ça a été souvent à Québec. Bon, on l'a eu une fois à Sherbrooke, je veux dire. On l'a eu une fois à Québec, une fois on l'a eu à Chicoutimi, mais principalement c'était à l'université de Sherbrooke. Et là, on voyait pendant presque une semaine, on voyait tout un tas d'artistes qui venaient performer devant nous, faire un spectacle, soit dans la journée, soit le soir. Et ensuite, on décidait quels artistes on allait prendre pour circuler au Québec. Ça, c'était les Québécois qui décidaient. Puis, à travers le Canada, là, on décidait des artistes qu'on choisissait et tout ça. Et étiez-vous représentant de la fédération à ce moment-là? Non, pas du tout. C'était fait en dehors de la fédération. D'accord. Alors, quand moi j'ai été membre de ça, c'est moi qui, quand les spectacles arrivaient, parce qu'on avait deux ou trois spectacles qui arrivaient dans l'année, plus un spectacle, généralement une troupe de théâtre pour enfants. Et au début, les deux, trois premières années, c'est moi qui organisais ça tout seul. J'étais le délégué du CIDC. Et c'est moi qui organisais ça. Donc, quand j'ai été sur l'exécutif de la fédération, un jour, j'en ai eu assez. Et là, j'ai décidé j'ai contacté, parce que je contactais les gens à travers la province pour organiser ça. Parce que les spectacles allaient à Victoria, ils allaient à Prince-Georges, enfin, je parlais avec les gens à travers la province. Tout ça, c'était en dehors de la fédération.
Et je pense que je parlais plus souvent avec les gens à l'extérieur que la fédération le faisait. Et avec eux, on s'entendait pour savoir quel artiste ils voulaient avoir et tout. En tout cas, il y avait les frais